Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Isabelle Augereau. Elle est autrice de nouvelles, elle est romancière et notamment d'un ouvrage intitulé « J'écrirai le printemps ». Allô Isabelle Augereau, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, je vous téléphone parce que vous êtes autrice et vous venez de faire paraître un très joli livre qui s'intitule « J'écrirai le printemps ». Il date d'avril 2024. Tout à fait. Oui. Alors, vous pourriez peut-être m'en dire un petit peu plus, mais je crois que vous avez commencé à écrire, notamment à partir du confinement, pendant le confinement. Oui, à publier, oui, effectivement. Alors, j'ai sorti ce premier roman, J'écrirai le printemps, l'année dernière. C'était effectivement une première expérience pour moi. Oui. Et avant ça, j'avais écrit, j'ai publié 2 recueils de nouvelles. Voilà. Le premier en 2020, autour de la période du confinement. Oui. Le confinement étant vraiment le sujet de prédilection. J'étais confinée en fait en Normandie, à Honfleur très précisément. Oui. Et au vu de ce qui était en train de se passer, ce phénomène qui nous angoissait tous, on ne savait pas de quoi allait être fait l'avenir. J'ai commencé en fait à écrire sans trop savoir, au dehors de cette ligne qui était la pandémie, mais sans trop savoir où c'était même pas un projet d'écriture, mais sans trop savoir où cette première nouvelle ou ces nouvelles par la suite allaient me mener. Oui. Et finalement, je me suis prise au jeu et j'ai écrit pratiquement une nouvelle tous les jours ou tous les 2 jours. Oui. Ce qui fait qu'au terme du confinement, je me suis retrouvée avec 36 ou 37 nouvelles, évoquant chacune le quotidien de chacun dans cette période qui était complètement sans précédent. Bien sûr. Et je me suis retrouvée finalement à faire, malgré moi, une photographie d'un temps qui était complètement inédit. Oui. Avec à chaque fois une approche un peu particulière qui était simplement je racontais ces histoires sous la forme d'un jeu narratif en mettant en scène à chaque fois un personnage différent. Parfois il s'agissait d'une infirmière qui vivait en France, parfois ça pouvait être un enfant qui vivait dans les favelas, vous voyez, au Brésil, chacun donnant en fait une voix sur cet événement qu'il était en train de vivre. Donc il y a des cultures, c'est baigné de cultures différentes, d'approches différentes, d'âges différents, de milieux sociaux, professionnels complètement différents. Et voilà, c'est ainsi que c'est construit finalement le recueil. Je me suis dit que j'avais des textes et qu'il fallait peut-être les envoyer à quelqu'un et voir s'il se passait quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon éditeur Christophe Chaumont. Donc j'étais ravie. Et c'est un éditeur normand, je crois qu'on peut le dire. Voilà, exactement. Voilà. Il est basé à Rouen. D'accord. Mais c'est une sorte très très normande. Voilà. Le titre du recueil est tout à fait original. Oui, alors j'avais pas de... Vous voulez dire que j'écrirai le printemps ou Coronarration? J'écrirai le printemps. Non, l'autre, le recueil de nouvelles. Oui. Coronarration, c'est vrai que j'ai cherché un titre au début parce que j'avais vu que je ne savais pas comment partager mes textes. J'ai créé en fait par le biais des réseaux sociaux simplement un profil, vous voyez, où je déposais ces textes régulièrement. C'est-à-dire que c'était la première fois pour moi que je partageais, on va dire, publiquement ce que je peux appeler maintenant un travail, mais qui à l'époque était une démarche assez empirique et assez timide, j'ai envie de dire, de création littéraire. Et c'est comme ça que ce titre est venu, parce qu'il vous faut un arrobase pour commencer, et puis Coronaration, c'est un peu comme ça que c'est venu, et que finalement que c'est resté. Le coronavirus. Ça avait sens, ça prenait sens. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai cru voir que vous citez par exemple Valère Novarina, qui explique qu'il écrit énormément, qu'il suit une sorte de cure d'idiotie,
pour lui, la littérature, la rédaction, l'écriture, c'est une science d'ignorance. Et il écrit beaucoup, 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 jusqu'à lâcher. Et jusqu'à ce que quelque chose émerge de tout ça, qui fasse sens. Exactement. Alors en fait, je lisais récemment un de ses bouquins qui s'appelle Pendant la matière, Oui. chez POL, je crois. Et oui, j'avais noté ce passage qui, pour moi, était vraiment très très évocateur et très en ligne avec ce que je peux. Oui. Enfin, ce que je peux penser, c'est-à-dire que la littérature est une grande dame avec un grand L, Oui. moi qui m'a à plein d'égards intimidée quand j'étais plus petite. Et c'est vrai qu'on a tendance à la placer parfois dans comme quelque chose qui peut être un peu élitiste, qui peut être un peu comme la poésie aussi. Oui. Et je trouvais que quand j'étais tombée sur ce texte, justement, il disait que j'ai toujours pratiqué la littérature non comme un exercice intelligent, Oui. mais comme une cure d'idiotie. Voilà, c'est ça. Je m'y livre laborieusement, méthodiquement, quotidiennement, comme à une science d'ignorance. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais méthodiquement, très calmement. Et je trouve qu'il y a beaucoup aussi dans cette démarche d'écriture, beaucoup d'humilité. Oui. Qu'il faut vraiment se dire qu'on va vers l'inconnu, on ne sait pas trop où on va. Beaucoup d'humilité et un grand lâcher prise. Oui, c'est ça. Se laisser envahir aussi par quelque chose, j'ai envie de dire, qui est plus grand que nous. Oui. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est terriblement vrai. Oui, oui. Je pense que quand on écrit, on essaie peut-être de vouloir contrôler quelque part... parce que c'est une façon d'avancer, puis c'est très très rassurant. Alors je pense que les éléments de contrôle, il faut les mettre quand on veut se mettre des paramètres, c'est-à-dire il faut quand même qu'il y ait une ligne, il faut quand même qu'il y ait des repères, sinon on se perd complètement, et si l'auteur se perd complètement, je pense que on dit rien à personne. Mais après il faut vraiment se laisser, je crois, c'est pas du tout des leçons d'écriture, c'est vraiment une expérience personnelle, se laisser traverser, prendre le souffle qui vient, être à l'écoute, parfois accepter d'être complètement dérouté aussi, et puis noter, et de ça parfois arrive quelque chose, voilà. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous avez écrit un autre recueil de nouvelles, je crois, qui s'intitule Quelque part dans ce monde. Quelque part dans ce monde, oui. Alors ça, c'était la deuxième partie. Autant dans le premier, dans Coronarration, on était dans un recueil donc autour de la pandémie, comme je vous l'ai dit. La deuxième partie, donc vraiment en stade de confinement. Et la deuxième partie, c'était vraiment plus la période du déconfinement. Vous voyez, quand les frontières commençaient à s'ouvrir, quand le monde commençait à s'ouvrir, des lieux de spectacle, de culture aussi. Enfin, je trouvais que c'était des ressentis aussi qui étaient très très forts et qui moi aussi m'ont beaucoup inspiré. Enfin, je me souviens à cette époque de l'Olympia, entre autres structures culturelles, mais l'Olympia le fait que cet établissement rouvre, c'était moi qui ai travaillé dans la musique précédemment, dans une autre vie, c'est vrai que ça m'avait procuré beaucoup d'émotions. Oui. Donc, voilà, le deuxième recueil est beaucoup autour de la réouverture de ce monde qui s'était éteint. Voilà, exactement. Mais il faut dire aussi qu'après un baccalauréat littéraire, vous avez voyagé et effectivement, vous avez vécu en Angleterre. Oui, alors effectivement, j'ai fait un bac littéraire au Havre, à Port-Océane, que je salue au passage. Et puis après ça, je savais pas précisément quoi faire. J'aimais beaucoup le français, la philo et les langues. Et donc, je me suis dirigée vers des études de langues étrangères appliquées au commerce international. Et de ce fait-là, j'ai pu, grâce à un programme d'échange Erasmus, profiter d'un échange, de 2 échanges, parce que j'y suis allée 2 fois, en Angleterre. Donc la première fois, je suis allée à Nottingham et la deuxième fois à Loughborough. Et donc j'ai passé 2 ans de mes études complètement imprégné des cursus à l'anglaise et de la culture anglo-saxonne. C'était très très agréable. Et là, vous avez travaillé dans la musique, effectivement. Oui, parce que je voulais continuer
mes études allaient un peu plus loin. Et puis j'avais fait un stage en fait chez Universal au marketing international. Oui. J'y avais passé 6 mois et puis j'avais dû repartir pour continuer mes études. Et 1 an plus tard, la responsable du marketing m'a appelée en me disant qu'il y avait un poste qui se libérait. Et donc je me suis retrouvée en tant qu'assistante pour commencer, mais j'avais 23 ans, donc ça allait très très bien, à travailler avec des grands artistes internationaux pour Universal à Paris. Je me demandais si votre écriture et votre souci du style, justement, n'avaient pas un lien avec cet intérêt pour la musique. J'ai l'impression parfois, en vous lisant, que votre notion du rythme, vos changements de style, d'écriture, ont quelques rapports avec une partition, avec une pièce musicale. Alors, ça résonne, ce que vous dites. Je pense qu'il y a... Déjà, j'ai vraiment grandi avec la musique, enfin la chanson française que mes parents écoutaient beaucoup, notamment Brel, Brel et Brassens, je les ai surtout Brel, j'ai été biberonnée, je crois. Donc j'avais ce sens déjà peut-être de l'écoute, d'écoute d'une certaine poésie, vous voyez, qui était qu'on aime ou qu'on n'aime pas Brel. Il y a quand même quelque chose de très marquant, de très poétique aussi dans ces textes. Tout à fait. Et puis c'est vrai que la musique, c'est vraiment une partie intégrante, fait complètement partie intégrante de ma vie. J'en écoute tout le temps, tout le temps. Sauf quand j'écris. Quand j'écris, je l'arrête parce que là, il y a une autre musique qui se met en marche, qui est sans doute celle de l'écriture. Mais oui, la musique est très 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 présente. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très métrique. Vous voyez, dans mon écriture que moi je sens. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose d'assez musical avec des retours à la ligne et des souffles et ça monte, ça descend. C'est vrai que c'est un peu... j'entends des instruments moi quand j'écris, donc... oui, c'est ça. Et puis vous variez, vous passez de la prose à la poésie, au théâtre, il me semble, un jeu comme ça avec différents styles. Tout à fait. C'est vrai que j'avais commencé à le faire dans Cours Narration et Quelque part dans ce monde. Et puis je crois qu'il y a eu vraiment un parti pris quand j'ai décidé d'écrire J'écrirai le printemps, où j'ai abordé ce texte déjà de façon... en questionnant déjà beaucoup la forme narrative classique et en essayant d'associer, d'enchevêtrer plusieurs formes, c'est-à-dire qu'on peut retrouver parfois des proses, une prose assez poétique, voire des poèmes en vers libre. Parfois, tout ça est entrecoupé de dialogues ou de presque des didascalies, vous voyez, où on se retrouve dans des dialogues purs et une certaine forme. Alors c'est pas du théâtre, je n'ai pas la prétention, je n'écris pas de théâtre, je sais pas faire, mais pour moi c'était une espèce d'ouverture et de rajouter là-dedans une écriture plus prosaïque, plus classique, pour me retrouver finalement avec un enchevêtrement de genres littéraires qui donne un certain mouvement aussi au texte. Oui, c'est ça. Vous parlez de mouvement, mais c'est vrai que le roman se situe aussi entre Honfleur et Étretat, c'est-à-dire au bord de la mer, au bord de l'estuaire, avec des grands espaces, des falaises. Oui. En fait, je pense que c'est parti de là aussi, parce que pour J'écrirai le printemps, j'avais très envie d'écrire une grande histoire d'amour, l'histoire d'un grand amour plutôt. Et puis alors j'étais un peu hésitante parce que rien n'est plus attendu ou non attendu plutôt qu'une énième histoire d'amour, tellement le sujet a été éculé et traité merveilleusement bien par nos prédécesseurs. Donc c'est pour ça aussi que j'ai cherché une forme qui serait plus mienne, avec un regard, vous voyez, donc d'où cette recherche et cette construction stylistique. Et au fur et à mesure de cette écriture est venu s'installer aussi un troisième personnage auquel je ne m'attendais absolument pas, qui est la nature, donc les falaises, le rivage, le vent, les éléments.
Oui. Et finalement, je me suis dit que c'était tous mes paysages de jeunesse. Et Oui. quand j'étais assise, Oui. j'ai passé des heures entières assise sur la plage, sur les galets, les gros galets qui font mal aux fesses. Oui. Oui, La oui. plage du Havre, enfin à Étretat c'est pareil, Ouais. à regarder la mer. Oui. Et pour moi, la mer, c'était ça a toujours été quelque chose de très apaisant, de très empreint d'une grande liberté, avec un sens du voyage aussi. Et pour moi, le voyage, l'étranger, c'était quand j'étais assise sur ma plage au Havre. En face, c'était l'Angleterre. Oui. Je pense qu'inconsciemment aussi, il y a eu cette chose qui est venue me cueillir. Oui. Oui, Voilà. oui. Oui, oui. Oui, oui. Peut-être pourriez-vous lire un extrait de ce joli titre, J'écrirai le Oui. printemps, de ce roman? Alors, donc c'est donc l'homme qui parle ici. Oui. J'ai rencontré quelqu'un sur la plage l'autre jour. Une femme, parisienne, je crois. Je lui ai donné mon numéro de téléphone sans même la connaître. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Elle a une beauté qui existe au-delà de tout, au-delà du verbe conjugué. Mais plus que tout, chez elle, je crois, ce sont ses yeux. Elle a les yeux des matins clairs. Sa douceur aussi. Elle est d'une extrême douceur. On parle souvent au téléphone le soir, parfois même jusque très tard. Le reste du temps, on marche sur la plage. Je pense souvent à elle. Devrais-je dire tout le temps? Du moment où je la quitte, jusqu'au moment où je la retrouve. Voilà un petit passage du chapitre 3. Eh bien, merci beaucoup, Isabelle Augereau. Alors, je crois d'ailleurs que vous en avez fait une lecture théâtralisée à Honfleur. Oui, oui, j'ai eu la chance que la médiathèque, la très belle médiathèque Maurice Delange à Honfleur, m'invite à lire en février dernier, dans le cadre d'une lecture théâtralisée, certains passages du texte. Oui. Donc, j'ai dû travailler en fait sur une adaptation, parce que bien évidemment on ne pouvait pas tout lire, ça aurait été bien trop long. Oui, bien sûr. Il fallait que le format se tienne dans une heure. Voilà. Donc j'ai travaillé dans ce sens-là, j'avais jamais fait ce travail d'adaptation, je trouvais ça très très intéressant, Oui. parce que c'est très très difficile de couper. Oui. Quand on a travaillé un texte, quand on a travaillé sur la construction du texte, qu'on a travaillé son équilibre, dès que vous enlevez quelque chose, il y a quelque chose par ailleurs auquel ça fait écho et qu'il faut aller solutionner. Donc j'ai pris la tâche très très au sérieux, ça m'a pris vraiment des heures de travail, mais j'ai beaucoup aimé ce travail. Oui. Et j'ai travaillé parallèlement avec un comédien, Gabor Pinter, que je salue également, qui lui venait de la scène, domaine moi que je connaissais assez mal. Monter sur scène, je savais pas du tout ce que c'était. Et on a travaillé beaucoup ensemble l'oralité, vous voyez, la voix. Voilà, oui. Qui n'était pas du tout la voix écrite. C'est ça. Ça c'était pour moi, ça n'avait rien d'angoissant, mais c'est plus mon domaine, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que le fait d'être debout sur scène, de porter, vous voyez, la voix d'une certaine façon, de la faire sortir de son corps, la tenir une salle, parce qu'il y avait 80 personnes, je l'avais jamais fait. Donc c'était parfois je trouvais que c'était assez éprouvant. On faisait des sessions de 4 ou 5 heures de répétition. Et on était complètement, pour ma part, parce que j'avais moins l'habitude, c'est vrai que j'étais j'avais plus rien à la fin. Mais oui, mais c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Exactement. Et ça a beau être votre texte, vous travaillez pas du tout de la même façon. Là, vous travaillez, c'est intéressant. J'ai envie de dire, peut-être la seule similitude qu'il peut y avoir avec le travail d'écriture, c'est que c'est la présence du corps. Voilà. Quand on écrit, on travaille beaucoup avec son corps. C'est très prenant aussi à ce niveau-là. Et quand on est sur scène aussi, finalement, on utilise d'autres organes qui sont beaucoup plus
oraux, qu'on entend. Oui. La voix, mais ça peut être aussi les mains, vous voyez, les mouvements du corps. Complètement. Mais j'ai trouvé que à faire, c'était fascinant. Oui. Et donc, on a fait cette belle lecture d'1h10 à Honfleur, avec un accompagnement musical. Et on a tellement en fait travaillé que je me suis dit que ça serait bien peut-être de répliquer. Mais c'est vrai, vous pouvez effectivement proposer 7h10 de lecture théâtralisée dans un autre lieu, par exemple au Havre. Bien sûr, ce serait judicieux, soit à la bibliothèque, soit au FITS du Volcan, soit pendant le Goût des Autres, le festival de littérature de la mairie. Enfin bref, il y a beaucoup d'endroits où vous pourriez produire ce travail. Exactement, quitte à même le réduire un petit peu, oui, on pourrait faire, je sais pas, 50 minutes, enfin ça peut s'adapter très facilement. C'est vrai que Le Havre étant ma ville d'origine et une ville éminemment culturelle, je me suis dit que on devait absolument trouver un lieu pour porter ce texte là-bas. En tout cas, ça me ferait très plaisir. Ce serait judicieux. Oui. Précisément, alors j'avais pensé aux médiathèques. La médiathèque Oscar Niemeyer et Armand Salacrou, mais après, parce que ce sont des médiathèques, mais ça pourrait tout à fait être fait ailleurs, ou un théâtre. Bien sûr. Voilà. Oui. Alors, on pourrait ajouter à ce travail, donc un petit peu différent de l'écriture, une résidence que vous avez fait à la Maison de la Poésie en Normandie ? Oui, j'ai fait ça au sortir du Covid en 2022, je crois. Fin 2022, début 2023, où à l'invitation de Patrick Verschuren, qui était directeur de la Maison de Poésie du Val-de-Reuil en Normandie, j'ai participé à une résidence d'écriture où je devais intervenir en milieu scolaire. Et où donc il y avait d'autres auteurs, on était 4 ou 5, mais chacun intervenait seul dans ses classes. Et donc on travaillait en binôme de classe, c'est-à-dire que chaque auteur avait le matin une classe qui lui était attitrée, moi j'avais un CM2, et l'après-midi une classe de 4e. Voilà, et il fallait les faire travailler, donc on avait carte blanche, on pouvait leur faire travailler la forme qu'on voulait, le théâtre, le roman, enfin voilà, et il fallait, ça durait 3 mois, à raison d'une fois par semaine, et l'idée c'était de les emmener dans notre univers et de les faire écrire. Vraiment les faire écrire, sachant que la plupart d'entre eux avaient jamais écrit ou griffonné des petites choses comme ça, mais donc ils étaient un peu inhibés. Donc il fallait passer ce cap aussi de l'inhibition et du fait de se dire qu'ils n'allaient pas y arriver, parce que c'est toujours la chose qu'ils pensent, c'est un peu ce qu'on leur met dans la tête, malheureusement. Donc il y a tout un travail de déconstruction à faire et de mise en confiance. Et de les faire travailler aussi avec un peu une mise en éveil aussi par rapport à leur sens. En leur disant qu'ils travaillent avec... qu'on écrit avec ses yeux, ses oreilles, ses doigts, on touche. La table, c'est pas juste une table, elle peut être douce, elle peut être blanche, elle peut être... Voilà, il y a tout ce travail de proximité à intervenir comme ça dans les classes, mais c'est quelque chose que j'avais jamais fait, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Oui, surtout avec des enfants. Surtout avec des enfants, et en fait, on mesure pas avant de le faire ce que les enfants vont vous transmettre. C'est-à-dire que vous êtes là avec cette mission qu'on vous a donnée, même si c'est une carte blanche, c'est quand même, vous venez, vous rentrez dans des classes, il faut se l'approprier aussi, il faut, en général, alors c'était où le professeur de français avec qui je travaillais, parce que tenir une classe en haleine quand vous avez 30 élèves, vous voyez, parfois ils étaient un peu dissipés, donc cette personne était là pour m'aider à les maintenir Bien sûr, c'est son rôle. Garder le silence et la concentration, mais après c'est un travail pareil, c'est assez éprouvant en ce sens où vous injectez beaucoup d'énergie, mais alors ce que vous recevez en retour, c'est assez extraordinaire, parce qu'eux-mêmes sont très
surpris de voir ce qu'ils ont réussi à produire. Voilà. Parce que c'était pas noté. Donc ils avaient vraiment une grande liberté. Ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, évoquer les sujets qu'ils souhaitaient. Oui. Mais alors, c'est vrai que ce qu'ils vous envoient en retour, c'est fabuleux. Oui, c'est ça. C'est vraiment source d'émotion et de... Oui. Vous avez vraiment, je me souviens avoir pensé ça, j'avais vraiment un sentiment de grande utilité. Oui, voilà. Vous voyez ? Voilà. Oui. En général, personne nous demande d'écrire. Vous voyez, on le fait parce qu'on a envie, mais oui, bien sûr. Un peu fou. Mais là, le fait de partager ça, de voir les regards s'illuminer, de voir les crayons qui se mettent en main, je voyais que ça griffonne. C'était c'est extraordinaire. Surtout que vous avez abouti à un recueil. Oui, exactement. On a eu la chance d'avoir aussi ce budget alloué à la fabrication d'un recueil où chaque élève, à la fin, au terme de la résidence, en fait, avait un ouvrage qui lui était remis et où il pouvait voir figurer son nom. Enfin, c'était très gratifiant. Oui. Je trouve aussi. Ah oui. À partager avec la famille ou pour la suite. Exactement. Voilà. C'est peut-être un très beau souvenir qu'ils vont garder toute leur vie. Exactement. Et qui sait, peut-être que ça leur a mis quelque chose. Vous voyez, je me demande parfois, là, c'était il y a 3 ans, ce qu'ils ont pu garder de ça. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un, suite à ça, a eu envie encore d'écrire ou je sais pas, ou à peindre, mais à se mettre un peu dans sa bulle et créer. Oui, pourquoi pas. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Sûr. Et à ces âges-là, on a encore le temps de le faire. Oui, voilà. Puis ça change un petit peu aussi le regard qu'on peut porter sur l'école. Exactement. Parce que l'école, à ce moment-là, peut être un lieu où on va épanouir un talent qu'on ne soupçonnait pas, peut-être. Oui, parce que je pense, en fait, il ne s'agit pas de faire le procès de l'école ou quoi que ce soit, ou des professeurs, loin de là, mais je pense que les professeurs ont tellement un programme à suivre, ils sont eux-mêmes tellement pris, qu'ils n'ont pas de temps à allouer, vous voyez, au dehors dans un atelier d'écriture. Donc de faire venir comme ça un intervenant complètement extérieur, dont c'est le sujet de prédilection, dont c'est le métier, pour insuffler tout ça, je pense que ça marche aussi parce que c'est fait par une tierce personne. Voilà, c'est ça. Oui. Mais c'est un grand cadeau que les professeurs font à leurs élèves quand ils acceptent ce genre de... Oui, voilà. Et aux artistes, et réciproquement. Et réciproquement, c'est vraiment un partage. Oui. C'est très très nourrissant, très nourrissant pour un auteur. C'est ça. Eh bien, écoutez, Isabelle Augereau, je suis très contente de cet entretien. Peut-être on va se laisser pour aujourd'hui, et puis en espérant évidemment se revoir, peut-être à une lecture théâtralisée. De toute façon, en lisant vos romans qu'on trouve à la petite librairie, au Havre ou à la Galerne, bien sûr. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup pour cet échange, en tout cas, Isabelle. Voilà, merci Bonne Isabelle. Fin de journée. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Lucie Covin. À notre agenda culturel, notez que 2025 marque les 20 ans de l'inscription du Centre reconstruit du Havre sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et que plusieurs rendez-vous culturels nous ont été proposés et nous seront proposés tout au long de l'année. Souvenez-vous, le 15 juillet 2005, l'UNESCO inscrivait le Centre reconstruit du Havre sur la liste du patrimoine de l'humanité. Il faut dire que c'était la reconnaissance de l'ensemble urbain signé Auguste Perret, bien après les bombardements de septembre 1944, bien après le traumatisme de la table rase, si magnifiquement et si douloureusement retracé par le film de Christian Zarifian, bien longtemps aussi après la précarité de la vie dans les baraquements, et évidemment suscitant peut-être cette reconstruction une certaine méfiance, une certaine incompréhension, les architectures étant jugées monumentales et austères. Cependant, ce centre a révélé ses qualités, notamment ses qualités de lumière pour
tous les appartements du centre et l'UNESCO a rendu enfin aux Havrais leur fierté patrimoniale il y a 20 ans. Non seulement c'est l'œuvre Perret et de son atelier qui a été distingué par cette inscription, mais également tout le tissu vivant qu'ils ont légué. C'était une architecture novatrice qui est sortie de terre en un temps record et elle a été bien sûr complétée par des interventions d'architectes de grand renom, puis récemment magnifiée par certains artistes contemporains. Alors, notez quand même, là, au mois de juillet, on a un concert le 13 juillet pour célébrer les 20 ans de ce classement, un grand concert gratuit dimanche 13 juillet sur la place de l'Hôtel de Ville à 21h. Ce sera de la musique électro et c'est un collectif intitulé Bon Attendeur qui anime le concert. Je vous souhaite un bon été, à bientôt, à dans 8 jours. De toute façon, vous pouvez écouter toutes nos émissions en podcast bien sûr. Et puis, rejoignez-nous, adhérez. Au revoir.